je vais commencer à faire rentrer. On a 18 personnes dans la salle d'attente. On est à la moitié presque, je disais. Oui, donc je les fais rentrer, puis on va leur... Marie-Hélène, tu peux leur souhaiter la bienvenue, puis leur demander de patienter, le temps que d'autres personnes arrivent. Bonjour tout le monde. On va attendre encore quelques minutes pour que d'autres personnes se joignent. Alors, ça ne sera pas très long, on va commencer bientôt. On se donne encore une petite minute, laisser le temps à tout le monde d'arriver. Alors, bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Marie-Hélène Dehaye, je suis professeure à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval et je suis aussi responsable de l'axe politique et pratique sociale du CRISE. Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est intitulé Le travail citoyen de sensibilisation communautaire, un levier de démocratisation des services de santé de proximité. Donc, cette conférence-là est organisée conjointement par l'Axe politique et pratique sociale et par le pôle de l'UQAM du CRISE. Alors, pour le déroulement, la présentation va être environ d'une quarantaine de minutes. Ça va être suivi d'une période d'échange, donc qui dure à peu près jusqu'à 13h30. Vous avez vu là dans le chat, donc l'événement est enregistré, mais c'est uniquement pour des raisons de prise de notes pour le CRISE et non pas pour diffusion. On vous invite là à garder vos micros fermés et jusqu'à ce que vous preniez la parole dans la période consacrée aux échanges. Alors, tout de suite, je présente Isabelle, donc Isabelle Roland, qui va nous faire la présentation, le webinaire. Donc, elle est professeure à l'École de travail social de l'UQAM et membre associé du CRISE. Ses recherches portent sur l'analyse des pratiques d'intervention collective et des réseaux de collaboration intersectorielle dans une perspective de réduction des inégalités sociales de pouvoir.
Elle s'intéresse plus particulièrement aux enjeux de démocratisation de l'action intersectorielle et aux pratiques citoyennes en santé de proximité. Elle développe un programme de recherche comparatif ancré empiriquement en menant des projets partenariaux dans une variété de territoires urbains défavorisés du Brésil, du Canada et du Danemark. Alors, Isabelle, je te laisse la parole. Un grand merci, Marie-Hélène. Merci à toutes et tous d'être ici aujourd'hui, de prendre votre lunch avec nous. J'ai été vraiment ravie. Je remercie le CRISE là, d'avoir ouvert cet espace-là pour me permettre de partager avec vous une recherche que je mène déjà depuis 2020. C'est une continuité, en fait, de mon post-doctorat. Et j'étais ravie de voir qu'il y a beaucoup, dans les gens parmi nous, il y a beaucoup d'intervenants, de gens du milieu communautaire, du réseau public, des chercheurs aussi. Alors, je vais mettre la table avec la présentation pour vous introduire à mes recherches, mais je veux vraiment qu'on ait le temps d'échanger à partir de vos perspectives parce que la réalité qui est discutée aujourd'hui est au cœur, sans doute, d'expériences terrain, communautaire, dans le réseau que vous vivez. Et puis, c'est par ce dialogue-là, je pense qu'on peut éclairer des questions que je me pose encore parce que, pour être bien transparente, la recherche est en cours. Ce que je vous présente, c'est donc pas les résultats finaux de ma réflexion. Je suis pas arrivée encore aux constats finaux. Alors, c'est pour ça que c'est d'autant plus intéressant d'être avec vous aujourd'hui pour discuter des résultats préliminaires et des réflexions autour des pratiques de sensibilisation communautaire. Alors, je vais partager mon écran maintenant pour la présentation. Donc, attendez un instant. Potougne. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez bien, OK, parfait. Je vois le non-verbal de Marie-Hélène. Alors, comme ça a été mentionné, je suis prof à l'UQAM, puis la recherche depuis 2023 est financée par le CRSH, par un programme Développement Savoir que ça se nomme, mais les premières années, c'était une bourse postdoctorale CRSH. Donc, il faut le mentionner. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais d'abord, c'est vous mettre un peu en contexte dans la démarche de recherche longitudinale d'études de cas multiples que je mène depuis 2020, cibler plus spécifiquement, vu que je suis une analyste des pratiques, là, les pratiques d'agents de sensibilisation communautaire comme telles. Donc, qu'est-ce que ça mange en hiver? Quels sont les enjeux, les particularités de ces pratiques-là qui sont encore extrêmement présentes aujourd'hui dans le milieu communautaire et public et qui ont davantage émergé dans le temps de la pandémie? On va voir par la suite un peu leur contexte d'émergence et les modalités de soutien qui sont mises en œuvre à la fois dans le réseau public et communautaire pour soutenir ces initiatives de pratiques de proximité-là. Et je vais terminer, puis c'est là que je le veux le plus stimulante possible, les questionnements et les enjeux qui se déploient autour de cette pratique-là, notamment au niveau de questionnement sur la précarisation ou la démocratisation. Donc, dans le titre, il y a un point d'interrogation à démocratisation des services et cette question-là reste encore entière là, à partir des constats que je fais et que je vous présente aujourd'hui. Alors, je continue. Donc, c'est une étude, comme je le mentionnais, longitudinale, puisqu'elle s'échelonne sur plus de 5 ans, puis c'est vraiment le contexte pandémique qui a permis cette étendue-là de la recherche et sa pertinence, qui cible donc les projets de sensibilisation communautaire en santé de proximité, plus spécifiquement au nord de l'île de Montréal et à Laval. L'objectif de cette recherche est de comprendre les pratiques citoyennes, et je le mets entre guillemets, c'était l'initiative au départ, mais ça a évolué, vous le verrez, de sensibilisation communautaire qui émerge de territoires urbains défavorisés afin d'en explorer les impacts sur, ça c'est mon dada, là, sur la transformation des services sociaux et de santé de proximité. Est-ce qu'on parle d'un renouvellement, d'une nouvelle cartographie des services de proximité? Qu'est-ce qui est vraiment nouveau et jusqu'à quel point on est dans la reproduction des inégalités sociales de pouvoir ou non avec ces pratiques-là, ces nouveaux acteurs-là dans le réseau? Plus spécifiquement, on cherche à comprendre le contexte d'émergence de 2 équipes de sensibilisation communautaire, mais là, on s'en va vers 3 et même 4 actuellement, de décrire les pratiques mises en œuvre et de comprendre les impacts sur les pratiques et sur l'organisation des services, comme je l'ai mentionné.
Alors, concrètement, je passe assez rapidement. Et on a élaboré, je ne suis pas seule, hein, vous voyez, il y a plusieurs partenaires qui travaillent avec nous de pied d'œuvre. Le CIUS du nord de l'île de Montréal, le CIS Laval, avec les secteurs liés à santé publique, services de proximité notamment, mais aussi des organismes communautaires, dont Parole d'Exclus. Le Centre des jeunes L'Escale, c'était au tout début de la démarche avec les initiatives qui ont émergé dans la pandémie. Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville, table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville et aussi, un peu comme parapluie et porte-étendard de certaines réflexions, la Direction régionale de santé publique. Il y a plusieurs chercheurs de l'Université Laval, de l'UDM, l'ENAP, comme vous pouvez voir les noms ici, et on a une équipe de feu d'étudiants aussi qui soutient ce projet-là. Au niveau de la méthodologie, chaque cas porte sur une méthodologie croisée. Là, en qualitatif, c'est assez commun. Donc, on observe concrètement les pratiques au quotidien à raison d'environ une centaine d'heures d'observation. L'analyse des documents produits, hein, des entrevues individuelles, plus de 30 par milieu, et collectives aussi, comme espace de restitution. Et plus particulièrement, puis c'est ça qui est un peu mon dada, c'est les laboratoires de récits de pratique collective. C'est là où on va réfléchir à la pratique avec les acteurs qui la portent. Peut-être un mot sur le fait que les entrevues individuelles, c'est à la fois avec les agents de sensibilisation, mais aussi les gestionnaires, les coordonnateurs d'équipe, tout ce qu'on appelle dans le jargon de notre démarche, là, les acteurs qui soutiennent la pratique de sensibilisation communautaire. Donc, c'est tout ce beau monde-là qui est derrière moi aujourd'hui ou derrière les résultats que je présente. Un petit survol de l'historique un peu des pratiques citoyennes de sensibilisation communautaire avant de plonger dans le vif du sujet. Replongeons-nous dans la pandémie. Il y avait des limites, évidemment, des services de santé institutionnalisés, tant qu'à leur capacité à répondre aux communautés défavorisées, d'autant plus dans le contexte de crise socio-sanitaire. Évidemment, on le sait bien que le réseau de santé et de services sociaux ne répond pas à tous les besoins, mais en temps de crise, c'est encore pire. Et c'était flagrant. Vous en savez sûrement quelque chose comme moi. Il y avait aussi une lenteur dans la réponse publique pour assurer les besoins et puis l'accès à l'information puis aux services des populations, surtout défavorisées, pour qu'il y ait accès au matériel sanitaire, mais à toutes sortes de ressources comme des banques alimentaires, etc. Ça a généré des formes locales de solidarité sociale, d'initiatives citoyennes que certains auteurs qualifient du souci de l'autre civique, qui ont émergé dans différents quartiers, notamment ceux que j'ai étudiés comme Montréal-Nord et Laval. Ces personnes-là se sont mis à s'auto-proclamer, se nommer avec le soutien d'organismes communautaires et même d'acteurs philanthropiques et institutionnels, citoyens relais, agents de sensibilisation, sentinelles. Là, vraiment, au niveau lexical, c'est le party. Il y a vraiment plusieurs noms qui vont être retenus, mais quand on parle aujourd'hui, donc les versions 2.0 de ces pratiques-là, il y a un goulot d'étranglement vers la nomenclature agent relais et agent de sensibilisation communautaire, d'où le fait qu'on parle plus ici de sensibilisation communautaire. Donc, ce qu'on constate, puis qui a justifié un peu le financement qui a été obtenu, c'est que ces pratiques-là sont vraiment connues, fréquentes dans les pays du Sud, dans les réalités sociales avec des États sociaux fragiles. On parle même depuis les années 80 avec l'OMS d'une valorisation de ce qu'on nomme les agents de santé communautaire, mais au Nord, c'est vraiment depuis la pandémie, donc 2020, qu'on documente de façon, je dirais, systématique, et puis je participe à ça, les pratiques de proximité et le nouvel acteur qui est l'agent de sensibilisation communautaire. Donc, est-ce qu'on est devant un potentiel d'innovation sociale, de pratiques par et pour les citoyens? C'était les questions que je me posais au début de la démarche de recherche. Et jusqu'à quel point ces nouveaux acteurs des services de proximité contribuent à transformer l'organisation des pratiques au Québec, hein, notamment à Montréal et à Laval. Donc, une question qui est au cœur de la démarche, c'est lorsqu'on parle de pratiques citoyennes de proximité en santé, d'élan et d'initiatives locales, lorsqu'elles s'institutionnalisent puis que le secteur public et communautaire les voit comme des ressources fondamentales pour agir sur la crise socio-sanitaire,
elle se transforme peu à peu à ce qu'on pourrait nommer une activité de travail. C'est vraiment la question qui est au cœur de la démarche. Mais si vous voyez là, le sac, c'est vraiment au centre de tout ça, parce que dans certaines modalités, on parle d'action bénévole, dans d'autres, c'est du travail rémunéré, dans d'autres, c'est vraiment un engagement citoyen spontané, pas du tout rémunéré. Avec cette espèce de seuil qu'on retrouve dans plein d'autres milieux, notamment avec les travailleurs du care et les proches aidants, est-ce qu'on peut parler d'activité de travail? Le cadre d'analyse de cette recherche-là postule que oui, en avançant le concept de travail citoyen. Je vais assez rapidement là, pour arriver dans les résultats, mais c'est la petite minute plus cadre d'analyse de ma démarche. Et je m'appuie sur ça, sur les recherches en psychosociologie des métiers et du travail qui viennent dire que si une activité met en dialogue un rapport à soi dans son identité professionnelle ou autre, dans l'action qu'on veut mener dans le monde, si aussi on est en dialogue avec d'autres et dans un rapport au réel qui nous résiste, mais qui nous donne le pouvoir de le transformer, on se situe dans une réalité qui permet de dire qu'on est dans une activité de travail, selon ce cadre de référence-là, mais qui nous met à la confrontation entre l'activité rêvée, donc l'usage qu'on veut faire de ce travail-là citoyen, mais aussi une forme de prescription qui vient du cadre organisationnel et de la réalité. Un autre élément qui traverse cette recherche-là, c'est le postulat qu'on voit beaucoup en sociologie critique, notamment avec Courpasson. Puis je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui ici qui travaillent beaucoup avec la question de la reproduction sociale des inégalités par les organisations. Mais une façon de réfléchir à cette reproduction-là, c'est de cibler les activités de ce qu'on va nommer dans la littérature les subalternes, ou du moins ceux qui sont les plus précaires dans l'organisation du travail. Dans le cas qui nous intéresse ici, c'est le travail de proximité en santé. Alors, si on va à l'écoute de ces personnes-là, on a en notre possession une façon de voir jusqu'à quel point on est dans la reproduction ou la transformation des rapports sociaux d'inégalité au sein des institutions. D'où l'intérêt pour les pratiques de sensibilisation communautaire, pour réfléchir finalement à comment l'organisation des services de proximité à Montréal puis à Laval reproduit des inégalités sociales ou au contraire les transforme. Ça, je ne suis pas encore rendue à la réponse à ces questions-là, mais on va y arriver ensemble. OK. Fin de la capsule théorique. Je regarde le temps, je prends une petite gorgée d'eau. Qu'est-ce qu'une pratique citoyenne de sensibilisation communautaire en santé de proximité? Ben d'abord, il faut se poser la question, c'est quoi sensibiliser? Tout le monde le fait. L'éducation populaire au Québec depuis 60 ans permet de développer des capacités sociales pour sensibiliser aux enjeux sociaux, etc. Mais là, puisqu'on parle d'une sensibilisation en santé proximité dans le milieu communautaire, avec un soutien public, on est dans une activité axée vraiment sur l'écoute et le souci de l'autre, qui se traduit concrètement, là, je vais vous donner un exemple concret, par une activité de porte-à-porte ou d'aller dans les parcs, mais d'aller vers les personnes. Quelles personnes? Là, il y a une question déjà, est-ce qu'on est dans le profilage? Est-ce qu'on va vers nos parents? Est-ce qu'on va vers les personnes qui nous ressemblent le plus? Peu importe ces questionnements-là plus éthiques et critiques, on est vraiment dans une activité qui se fait avec les autres ou collectivement, où on va vers l'autre pour lui dire « Et toi, ça va? Est-ce que ça va bien? » Il y a des vidéos là, avec les brigades de Laval qui focusent sur cette question-là. Est-ce que ça va bien? Et là, ça ouvre sur des questions, des besoins en santé mentale et tout ça. Et l'agent de sensibilisation est une ressource d'information qui sensibilise à la santé publique, à l'organisation des services et ce qu'on va appeler à la littératie organisationnelle en santé, c'est-à-dire par quel chemin je réponds à mes besoins en santé, services sociaux, par quel chemin je lutte avec les autres pour agir sur la réalité afin de faire valoir mes droits en santé. Donc, on est vraiment dans une activité qui peut être risquée et exigeante, qui se fait à l'extérieur, qui est encadrée, tout dépendant si on est rémunéré par le réseau public ou communautaire, mais qui est basée vraiment sur une activité communicationnelle bienveillante, de vulgarisation de certaines informations et de démocratisation de l'accès à l'information. Une fois que j'ai dit ça,
on peut se poser la question, qui fait cette pratique d'agent de sensibilisation? Et là, on a mené des entrevues avec plus d'une trentaine d'acteurs et on peut déjà on peut avoir un profil général. Ce sont des habitants du quartier où la sensibilisation se fait en général, qui sont assez jeunes, hein, entre 20 et 50 ans, parce que, bon, c'est une pratique qui est physique, on marche, on va à l'extérieur. C'est majoritairement des immigrants récents, polyglottes qui vont parler plusieurs langues et avec une certaine parité de genre, malgré qu'à Montréal-Nord, c'est beaucoup plus des femmes, là. Mais en général, contrairement, par exemple, au métier du care, qu'on voit que c'est essentiellement féminin, avec les agents de sensibilisation, c'est un fait à noter, c'est assez paritaire. C'est quoi un agent de sensibilisation du point de vue des acteurs eux-mêmes? Je vais assez rapidement. Donc, pour les citoyens qui portent ce rôle-là, on est dans une pratique qui s'inscrit dans un projet plus large de leur point de vue. J'ai des citations ici en bleu pâle que je vous laisse le loisir de lire, mais c'est aussi un rôle spécifique qui fait une différence à la fois pour la personne et pour le milieu dans lequel il s'inscrit. On va voir plus spécifiquement là, avec un schéma tout à l'heure. Mais si on le voit, par exemple, du point de vue des acteurs de soutien, donc toutes les personnes qui coordonnent, qui vont chercher le financement pour les rémunérer, ce qui ressort beaucoup des entrevues, c'est vraiment un moyen de mieux rejoindre les personnes en situation de vulnérabilité pour les organisations communautaires ou les réseaux publics. Mais c'est aussi une forme de soutien aux professionnels en amont de la ligne hiérarchique de services de proximité, notamment les organisateurs communautaires, surtout durant la pandémie, dis-je, mais encore aujourd'hui. Donc, on peut questionner une forme de hiérarchisation peut-être du travail de proximité avec ce nouvel acteur-là qui joue un rôle. Je continue. Donc, quelles sont les particularités de la pratique de sensibilisation? Alors, d'abord, comme on l'a vu au début de la pandémie, c'est des initiatives qui peuvent émerger de citoyens autonomes, individualisés dans un quartier ou qui se regroupent entre eux ou avec un organisme communautaire et des organismes publics. Donc, c'est soit des initiatives organisationnelles top-down ou des pratiques citoyennes bottom-up. On est vraiment dans le cocktail de possibles en termes de contexte d'émergence, qui est aux frontières de plusieurs dimensions. Au niveau des finalités, on a une tension, je dirais, entre une visée très épidémiologique qui cherche à contenir la propagation d'un virus, mais même encore aujourd'hui à cibler les personnes vulnérables avec des enjeux de santé mentale, notamment avec la version des mesures éclaireurs, à s'assurer de vaccination de la rougeole, il y a toutes sortes de pressions épidémiologiques avec cette pratique-là. De l'autre côté, selon les discours et certains acteurs, on a une volonté de s'inscrire dans une action de proximité pour un développement social et communautaire. Au niveau des approches proposées par les pratiques de sensibilisation communautaire, on est en tension entre une approche territoriale, que vous connaissez bien, notamment plusieurs chercheurs aux crises développent toute une réflexion sur ces approches-là. Mais d'un autre côté, on est aussi parfois dans la gestion d'urgence. Et là, je vais vous donner un exemple à Laval. Lorsque vous avez sûrement entendu parler de la situation d'un autobus qui est rentré dans une garderie. Bon, ben, la brigade, les agents de sensibilisation communautaire ont joué un rôle de soutien aux premiers répondants et de suivi post-intervention. Donc, on est vraiment à l'opposé en tout cas, on est en tension avec une approche territoriale. On vient cibler, éteindre des feux même, puis être un complément à des services d'urgence. Au niveau des savoirs mobilisés, là, c'est le cocktail. Parce qu'à chaque fois, tous les acteurs vont dire les agents de sensibilisation ne font pas d'intervention. Et c'est important de le rappeler car ce ne sont pas des professionnels. Ils ont un savoir territorial d'expérience citoyenne. Mais à l'opposé, on a des nouveaux arrivants qui se trouvent enfin un premier emploi avec cette pratique-là, qui voient et y inscrivent la pratique d'agent de sensibilisation dans une trajectoire professionnelle cohérente avec ce qu'ils réalisaient au Cameroun ou dans leur pays d'accueil au niveau d'une activité en santé qui n'est pas reconnue au Québec. Alors, on est vraiment dans cette tension-là. Ouais, c'est un enjeu, évidemment, d'un degré de professionnalisation et il n'y a vraiment pas consensus à la fois d'une expérience à l'autre et d'un acteur à l'autre en rapport à ça. On n'est pas dans quelque chose de constitué du tout.
sont les fonctions qu'on peut donner à cette activité de travail de sensibilisation communautaire pour les agents, mais du point de vue à la fois des agents et des acteurs de soutien? On est vraiment dans une tension entre, d'un côté, un levier d'insertion socioculturelle, une possibilité de comprendre mieux la société québécoise pour les nouveaux arrivants, parce que c'est souvent le cas d'immigrants récents. Mais on a aussi le profil du Québec, de l'acteur né au Québec qui va quand même plus ou moins comprendre le réseau de la santé ou plus ou moins comprendre les ressources communautaires dans son milieu. Et l'activité de sensibilisation communautaire va vraiment permettre de se faire des amis, de s'inscrire dans un projet social, un peu comme le fait tout emploi. C'est évidemment une occasion d'insertion professionnelle et c'est, à notre grand étonnement, parce qu'on s'attendait à voir une continuité avec l'élan citoyen qu'on a vu dans la pandémie, mais c'est quand même ça parfois, un engagement dans sa communauté. C'est comme si ça le devient par la bande, mais c'est pas pour ça qu'on va s'inscrire dans une pratique de sensibilisation communautaire. Comment ça va le temps? J'ai du temps encore, ça va bien. Marie-Hélène ne m'a pas chicané encore, c'est parfait. OK. Maintenant, comment émergent ou comment émerger ces pratiques-là? On l'a vu, on est dans la le 2.0, même les acteurs le nomment eux-mêmes. On essaie de réinventer ce qui a émergé dans la communauté avec un soutien philanthropique ou autre et des financements COVID pour les pérenniser, ces acteurs-là. On y croit, ça fait une différence et on les soutient de différentes façons. Mais comment ça émerge et comment c'est soutenu, les pratiques de sensibilisation citoyenne? On a interviewé beaucoup d'acteurs qui jouent ce rôle-là. Alors, j'ai un peu d'informations à vous partager sur ça. D'une part, la question qu'on peut se poser, c'est comment sont soutenues ces activités de travail de sensibilisation communautaire? Eh bien, c'est par essentiellement et à peu près dans toutes les expériences que j'ai vues depuis 2020, sauf une exception, qui est strictement CIUS, là, on est dans un réseau de collaboration intersectorielle qui vient soutenir la plus-value d'agents de sensibilisation communautaire. Et là, à ce titre, Laval est vraiment un cas de figure où même la police, les pompiers, la ville, la pluralité des acteurs qui contribuent au développement social ou au plan de développement social participent d'une volonté de soutenir puis d'encadrer les agents de sensibilisation sur le territoire. C'est aussi des processus de mobilisation communautaire de longue date. Donc, ça ne tombe pas des nues, ce n'est pas juste une patente qui sort d'un plan institutionnel, ça s'inscrit dans ce qui se fait déjà en termes d'initiative citoyenne. On ne peut pas partir une approche d'agents de sensibilisation communautaire comme ça de rien. Il y a vraiment tout un réseau déjà tricoté serré ou pas qui permettent de favoriser la mise en œuvre et la cohérence de l'action en rapport à ça. C'est des espaces de prise de parole récurrents ou déjà existants comme les tables de concertation, mais aussi qui vont être créés exclusivement pour accompagner les agents de sensibilisation dans un souci du prendre soin de ces personnes-là plus ou moins efficace. Et puis, je pourrais vous donner un exemple d'un débat qu'il y a eu entre l'importance de mettre des bottes et des souliers fermés pour marcher et faire de la sensibilisation communautaire versus les personnes qui souhaitaient garder des sandales. En tout cas, il y a toutes sortes d'enjeux de santé-sécurité qui peuvent émerger, qui ne font pas consensus, mais on en discute dans des espaces comme des communautés de pratique, des réunions de travail, etc. C'est aussi par des activités quotidiennes de terrain en soutien aux agents de sensibilisation. Et là, c'est là ma fameuse hiérarchie des services de proximité là, que je mentionnais tout à l'heure, et qui joue un rôle fondamental dans le maintien de ces équipes-là. Eh bien, c'est les organisateurs communautaires et les organisatrices, parce que c'est surtout des femmes communautaires embauchées par le CIUS qui viennent en soutien. C'est aussi, ça ressort beaucoup de la recherche, l'ingéniosité managériale et stratégique des acteurs de soutien, notamment des hauts gestionnaires du CIUS ou des coordonnateurs de Woodstock qui portent les super voisines, notamment qu'on documente actuellement. Il y a vraiment une ingéniosité organisationnelle, de gestion des ressources humaines, de mobilisation de ressources, par exemple, mesure éclaireur, quand je contribue à terminer, on patente une autre truc, on va chercher un peu en santé mentale, on fait ci, on veut vraiment continuer ces initiatives-là. Évidemment, au niveau des conditions de travail et d'emploi,
vu que c'est comme en transformation puis en implantation, on est dans du ponctuel, à la fois au niveau du financement et des contrats de travail des agents de sensibilisation. C'est une espèce de courte pointe de fonds philanthropiques au début de la pandémie avec les mesures Je contribue, que j'imagine que vous avez déjà entendu parler. Et plus récemment, notamment dans le cas Laval, les mesures des éclaireurs qui sont un peu mobilisés pour arrondir les fins de mois avec le financement des acteurs. Ce qui arrive, puis ça, c'est pas nouveau, la littérature depuis les années 80 le montre au niveau des agents de sensibilisation de la santé, les agents de santé, en tout cas, les agents de santé communautaire, qui est un autre, le cousin germain, je dirais, des agents de sensibilisation, c'est qu'on a des acteurs en marge du système de gestion des ressources humaines, et j'insiste, pas uniquement dans le réseau de la santé et des services sociaux, mais aussi dans le milieu communautaire. Ça amène tout un renouveau de l'organisation des salaires. Je pense entre autres à l'exemple de Woodstock, où la présence de super voisines, c'est comme ça qu'ils nomment les agents de sensibilisation, amène une réforme complète sur le plan de l'éthique de travail puis des manières de rémunérer les personnes en fonction de leur diplôme et tout ça. Et c'est aussi en marge des pratiques syndicales, et ça, les CIUS sont assez maîtres dans l'art d'exclure même la possibilité que ces agents de sensibilisation-là soient inclus. Mais parfois, paradoxalement, ils ne souhaitent pas non plus être inclus dans des cadres plus formels. Ils aiment bien la formule flexible de travail, bien qu'ils n'aiment pas la précarisation qui vient avec ça. Le cas Laval, rapidement, juste pour vous montrer un peu là, à quel point ces pratiques-là sont portées par des raisons intersectorielles. Donc, on a le territoire lavallois là, en image ici. C'est vraiment divisé par secteur dans la logique communautaire et aussi dans l'organisation publique de la ville. Et la brigade, là, on voit le logo avec ces mots-clés, là, informer, référer. C'est vraiment un acteur qui est porté par tout ce qu'on voit dans l'autre partie de mon écran, les principales organisations impliquées dans la brigade. Donc, c'est à la fois la table de quartier de Laval, qui regroupe les différents secteurs ici, une coop de soutien qui est le nouveau fiduciaire là, dans la version 2.0, le CIS Laval qui vient un peu soutenir, insuffler la transition post-pandémique de cette équipe-là, et la Ville de Laval, notamment avec les ressources policières qui viennent parfois donner des mandats, la bibliothèque municipale, etc. Il y a vraiment une communauté pour porter les agents de sensibilisation. Ici, on a un peu, là, juste pour vous donner, ça, c'est les beaux dessins de mon coordonnateur Jean-François Filiatro, mais on a aussi je dirais un montage financier qui vient chercher l'argent de la mesure éclaireur et qui va aussi articuler avec d'autres acteurs plus précisément au niveau des modalités de formation continue, d'activité de résilience, etc. OK, questionnement concret. C'est là où vous entrez en ligne de compte et que vous m'aidez à réfléchir sur les paradoxes, un peu comme si on avait un soulier en pleine face. Questionnement et enjeux soulevés par cette belle pratique. Oh, pourquoi ça bloque? OK, oui. Donc, la version lunettes roses. En quoi ces pratiques font-elles une différence malgré toutes les conjonctures qu'on peut avoir? Est-ce qu'elles constituent un renouvellement de l'action publique et communautaire en santé de proximité? D'une certaine façon, oui. Des savoirs territoriaux et des savoirs d'expérience sont vraiment mobilisés et injectés dans l'organisation des services communautaires et publics d'une façon nouvelle qui est différente de celle du fameux patient partenaire ou même parent aidant en santé mentale. On voit une intégration non professionnelle d'un acteur citoyen qui entre par une nouvelle porte de nos jours avec ces agents de sensibilisation et qui amène des réflexions aussi des gestionnaires et des coordonnateurs de services face à un nouvel acteur citoyen, entre beaucoup de guillemets. Elle participe aussi à la démocratisation, peut-être pas de l'organisation des services, mais de l'information en santé, au niveau de ce que la littérature nomme la littératie organisationnelle. Comment ça marche, le système de santé? C'est-tu payant? Vont-tu me faire payer si je vais à l'urgence? Il y a des personnes encore aujourd'hui au Québec qui pensent ça. Donc, les agents de sensibilisation font une différence en rapport à ça. Mais c'est aussi une forme de levier, une mobilisation d'engagement
après coup, après qu'on soit embauché, pas nécessairement à la base, comme on le voyait durant la pandémie, mais après coup. Bon, là, c'est là où on va avoir du fun. Les pratiques de sensibilisation communautaire sous tension, bon, je l'ai nommé comme ça, mais vraiment, on a une réflexion à faire collectivement au Québec, en tout cas, pour se demander si, avec ces pratiques-là, on est devant une innovation sociale, avec ce que ça implique de transformation des rapports sociaux d'inégalité, ou dans une nouvelle modalité de gestion des populations à risque ou personnes vulnérabilisées qui ne sont pas, qui passent sous le radar des communications publiques en santé, par exemple. Est-ce qu'on est devant une démocratisation de l'organisation des services de proximité ou une forme de précarisation et de hiérarchisation du travail de proximité? Ça aussi, c'est une question à expliciter, bon, sur laquelle je n'ai pas encore une idée finale, peut-être que j'en aurai jamais. Est-ce qu'on est devant une forme d'instrumentalisation d'initiatives citoyennes, de souci de l'autre, de solidarité sociale, ou dans une, et puis il y a ça, d'autres recherches le montrent mieux, notamment dans les cahiers du crise, une forme de reconnaissance enfin des pratiques de proximité qui sont développées dans le milieu communautaire depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, c'est vraiment des questionnements sur lesquels je voudrais vous entendre. Pour poursuivre, dans le fond, comment vous positionnez-vous à partir de où vous en êtes dans votre réalité terrain? Je sais qu'il y a des gens du Lac-Saint-Jean aujourd'hui, du milieu communautaire, du réseau public, des chercheurs, vis-à-vis de l'idée de travail citoyen. Moi, une chose qui me frappe vraiment aussi, puis vous n'avez pas fini de m'entendre sur ça, c'est qu'on est dans une modalité d'individualisation des pratiques de proximité aussi avec les agents de sensibilisation parce que on va dans le porte-à-porte, on est en diade, on n'est pas dans une action collective d'éducation populaire pour agir sur les droits en santé, ou du moins pas autant que durant la pandémie. Alors, comment les pratiques de sensibilisation citoyenne peuvent-elles être davantage collectives? Hein? C'est vraiment une grande question. Puis, est-ce que c'est souhaitable de les pérenniser comme les acteurs que j'ai rencontrés le pensent? Et si oui, de quelle manière? Et là, ce qu'ils nous disent, les acteurs, puis je termine avec ça, c'est que oui, il faut pérenniser les pratiques citoyennes de proximité en santé de proximité pour faire face aux prochaines crises, notamment les îlots de chaleur, etc., etc. Mais comment ils proposent de faire ça? C'est d'abord par la reconnaissance du rôle de premier plan des milieux communautaires comme vecteur d'action collective et d'engagement citoyen et comme lieu où on innove aussi au niveau des initiatives citoyennes porteuses. Il s'agit de continuer d'impliquer davantage les citoyens dans l'organisation et la mise en œuvre des pratiques de proximité, mais aussi de reconnaître leur intégration pour mieux s'ajuster. Ça, il y a du chemin à faire, là, mais ils le voient comme quelque chose devant eux. Et aussi les grands défis de l'institutionnalisation des bonnes pratiques citoyennes qui les dénaturalisent un petit peu, évidemment, où on passe un peu dans le spectre de la professionnalisation, puis on perd en termes d'engagement citoyen. Voilà. N'hésitez pas à communiquer avec moi hein, si vous avez des questions. Il y a des carnets synthèses là, qui documentent les premières initiatives que j'ai documentées plus dans mon post-doctorat, notamment à Montréal-Nord avec l'Escale puis la Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville. Donc, je vous invite à consulter si vous avez un intérêt pour ça. Voilà. Merci beaucoup, Isabelle. Présentation super intéressante, puis t'ouvres sur plein de questions qui vont pouvoir, là, je pense, interpeller à la fois les gens de la pratique et les gens de la recherche également. Petite question qui a été posée tout d'abord, si ta présentation, tu souhaitais la rendre disponible, oui, donc elle pourra être disponible. Je ne sais pas selon quelle modalité exactement, là, donc on verra à ce moment-là aux crises, là, à moins que Florence ait une réponse là-dessus. Donc, ce sera rendu disponible. Donc, vous voyez, pour poser vos questions, vous pouvez lever la main ou bien avec la petite application en bas ou prendre la parole donc dans le chat. Oui, on dit qu'on pourra envoyer la présentation aux personnes présentes. C'est super, parfait. Alors, ben, je donnerai tout de suite la parole à Maxime. Bonjour, mon nom est Maxime Privé, je suis de la Corporation de développement communautaire de la MRC de Quaticook. Donc, c'est peut-être plus un éditorial, un petit commentaire. Ici en Estrie, on est très avancé sur le travail de proximité. On se fait
enfoncer dans la gorge des projets pilotes après projet pilote après projet pilote pour essayer de dire, hey, voici, tu sais, montrez-nous que ça donne quelque chose de travail de proximité. On a des travailleurs formés qui font de l'intervention au niveau des familles, au niveau comme les ITMAF, des aînés. Puis nos organismes n'arrêtent pas de se battre pour essayer de pérenniser les services. On va chercher des sources de financement, des peanuts un peu partout, dans tous les gouvernements, c'est compliqué. Puis moi, je suis un petit peu, ça vient me chercher de dire, hey, pérennisons je ne veux pas dire cheap labor, là, mais cette action de sensibilisation citoyenne, mais nos professionnels qui peuvent vraiment accrocher des gens vraiment au service, des gens qui sont très éloignés, on n'est même pas capable de les pérenniser, ils ne sont même pas capables d'avoir un emploi stable. Fait que moi, ça vient me chercher un peu. Je ne suis pas contre la pratique, c'est une bonne chose, mais pouvons-nous au moins essayer de reconnaître le vrai travail, le travail de proximité des intervenants professionnels. Fait que c'est ça, ça vient juste me chercher un peu émotivement pour nos organismes qui se démènent à gratter des fonds de tiroir. Voilà, merci pour la présentation, super intéressant. Merci, Maxime. Je ne sais pas si Isabelle, tu me le dis quand tu veux. Oui, vas-y. Je veux que ça soit un dialogue aussi entre les personnes. C'est sûr que le webinaire n'est pas la meilleure manière, mais merci, je trouve que ça donne le ton vraiment de mon intérêt là, au dialogue, là, la posture critique, les deux pieds dans le terrain. Je pense que ça penche un peu dans il y a peut-être une hiérarchisation, une précarisation qui s'installe avec cet engouement là, pour l'acteur qui est tellement proche des personnes vulnérables, plus que ça enlève la nécessité de peut-être donner des bonnes conditions de travail et d'emploi. Super intéressant. Puis je suis vraiment curieuse de savoir ce qui se passe à Quatico. Merci, Camille. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Moi aussi, j'avais les mêmes réactions que Maxime. Je suis organisatrice communautaire au 6 de l'Est de l'île de Montréal, dans Hochelaga, Maisonneuve précisément. En fait, mes réflexions venaient plus sous forme de questions. Tu sais, on parle d'agents citoyens communautaires. Là, c'est sûr qu'on a parlé des éclaireurs. Tu sais, est-ce que vous, vous réfléchissez à toutes les démarches indistinctement ou est-ce que là, c'est par la force de la bande, tu sais, juste en lien avec ce qui avait été fait avec les éclaireurs dans la pandémie, puis je contribue, tu sais, tout ce qui était lié au réseau de la santé et des services sociaux. Puis en fait, avec ça, je me demandais si vous prévoyez faire des entrevues avec les personnes qui sont autour, justement, les organismes communautaires qui ont déjà des actions qui se ressemblent, les travailleurs de rue, les travailleurs de milieu, tout ça. Puis, est-ce que vous tenez compte aussi des réalités locales quand vous analysez, dans le fond, le déploiement d'une démarche comme ça, c'est-à-dire justement ce qui se fait déjà, c'est quoi les citoyens impliqués, c'est quoi le milieu, le filet social qui existe ou les autres initiatives, par exemple, de porte-à-porte qui pourraient déjà se faire. Puis, c'est ça. Puis ma dernière affaire, c'était aussi en lien avec la mobilisation des ressources. Tu sais, est-ce que vous évaluez aussi l'effet que ça a, justement, le roulement des personnes ressources pour les agents citoyens qui participent, puis donc qui se retrouvent à recommencer, tu sais, à faire des liens avec les personnes qui les soutiennent. Là, je pense spécifiquement à la mesure des éclaireurs aux agents et agentes relais là, qu'on a vu, nous, en tout cas, dans notre cas, changer vraiment régulièrement, puis qui donc n'ont pas de connaissance des territoires pour lesquels ils travaillent. Isabelle. Oui, trois dans un. Merci beaucoup, Camille. En fait, juste pour recadrer, c'est ça, vu que c'est comme je dis longitudinal, mais c'est comme une continuité d'un projet qui avait été initié vraiment à partir de choses qui avaient émergé du communautaire et je voyais un peu le bras long des acteurs d'action publique pour institutionnaliser puis dire hey, ça, c'est une bonne chose, on va se mettre de la partie pour avoir un impact plus significatif durant la pandémie. Et qu'à la fin de la pandémie, on dit hey, c'est une pratique vraiment intéressante, il faut pérenniser ça en quelque sorte d'une certaine façon. Et qu'est-ce qui se présente devant nous? Ben, il y a une mesure top-down qui mise sur
puis là, tu pourrais en parler sûrement mieux que moi, là, mais sur le dépistage à partir de, moi, j'ai toujours la caricature de la coiffeuse qui s'intéresse aux personnes avec qui elle coupe des cheveux, puis que là, elle devient un éclaireur parce qu'elle cible la détresse, puis elle est bien placée par rapport à ça. Donc, tu as beaucoup d'organisateurs communautaires comme toi. Quand ils ont vu cette mesure-là débarquer, ils ont fait « Nous, on ne peut pas, justement, comme Maxime le mentionnait, réinventer le bouton en 4 trous. Les acteurs sont déjà sur le terrain en train de faire ce travail-là. Donc, il faut leur laisser le financement, puis les laisser s'organiser avec ça. » Puis collectivement, à Laval notamment, ils ont décidé ben, on avait déjà les agents de sensibilisation communautaire. On ne peut pas financer ça, quitte à un peu détourner ou pas transformer, mais adapter ces sous-là qui avaient certaines contraintes à une réalité d'agent de sensibilisation. Mais moi, demain, là, dans la suite, avec, là, je vois Yannick, co-chercheur dans le projet qui est ici, ce qu'on veut vraiment faire, c'est une cartographie de ces pratiques de proximité-là, mais du point de vue du travail, en exposant les modalités de précarisation, les côtés ponctuels qui réinventent un peu le bouton à 4 trous face à ce qui se fait dans la communauté depuis longtemps. Cet écart-là, là, il est assez chronique, là. Je ne sais pas si je réponds à ta question parce qu'on avait plusieurs. Peut-être tu peux. Oui, j'avais plein de questions, commentaires, tu sais, dans le fond, qui reflétaient un peu, nous, ici, comment ça se passe, là. En fait, il y a eu beaucoup d'initiatives aussi, pas juste du CIUS, mais aussi du SPVM, par exemple, avec les brigades, les MIS, tout ça. Nous, il y a eu quand même, tu sais, c'est ça, pour faire le lien avec ce que disait Maxime aussi, beaucoup de mécontentement par rapport à ces financements-là qui étaient énormes pour déployer des ressources. Puis là, on apprend que finalement, en tout cas, une de ces mesures-là va pas être renouvelée. Puis que ça SCCR, hein? crée aussi, ça perturbe finalement le travail de gens qui ont créé des liens avec des personnes dans le milieu depuis des années parce que, bon, là, il s'installe un peu de la méfiance avec la multiplication des acteurs puis des démarches qui se font dans le quartier. C'est là où c'est ça, c'est top-down. Top-down, mais à la même recette qui émerge bottom-up. Fait que là, perd de vue cette dimension-là d'enracinement dans une histoire de solidarité sociale. Tout à fait. Merci, Sarah. Oui, bonjour. Je suis agente de développement et liaison École, famille, communauté pour Femmes Relais Saint-Michel, qui a été un des canaux dans lequel on a transité le projet pendant la pandémie. Saint-Michel est un quartier fort en concertation. Donc, ils ont déjà des femmes relais, qui est un organisme autonome constitué qui s'appelle Femmes Relais. Donc, la mission est triple, les socio-insertion socio-professionnelle des femmes. Donc, elles ont une cohorte. Et pendant cette cohorte-là, elles font le référencement des personnes qui viennent au bureau. Et nous, dans la démarche, l'approche école, famille, communauté vise à finalement développer des liens avec les différents partenaires pour que ces femmes-là puissent venir rayonner dans les milieux et faire les référencements. Donc, c'est déjà une pratique qui a été financée en 1995, devenue un projet de la Fondation, etc., etc. Donc, ça fait plus de 20 ans et plus de 10 ans qu'on travaille le filon école, famille, communauté. De mon côté, ça fait très longtemps qu'on développe ICS, toutes les pratiques de proximité avec l'école, avec ces défis que ça représente. Et je ne suis pas très loin du CRISE, là, puisque je suis en pensée politique à l'UQAM également, là, en recherche sur l'éducation et la démocratie. Je vais peut-être vous communiquer directement pour la suite et les recherches micro-locales là, sur les choses. Je suis encore là pour 1 an dans ce mandat. Donc, c'est ça. Ce que je veux dire au niveau de la pérennité, donc à force de faire ce travail, d'avoir une pression, j'allais dire néolibérale, mais c'est pas ça du tout, là, d'avoir une espèce de pression de financement qui occure avec une vision là, de gestion d'action par résultat et des résultats demandés. Évidemment, là, ce qu'il faut pérenniser ne sont pas les rôles
et les personnes. La façon dont on travaille, ce sont des postes qui doivent donner quelque chose à quelqu'un. C'est moi, dans mes valeurs, on ne travaille pas gratuit. On est pour la collectivité, il faut que ça rapporte. Donc, ce sont des postes étudiants, des postes à temps partiel. Il faut vraiment que ça soit cette flexibilité-là, que ce n'est pas l'individu qu'on veut garder en poste, mais bien le mécanisme de collaboration et de coopération entre les partenaires éminents du projet. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille et qu'on œuvre et ça représente énormément de défis que je ne peux pas vous exposer là maintenant. Mais c'est ça, j'avais une question donc dans les avancées de la recherche. Donc, vous avez procédé un peu à une première approche et là, vous en êtes dans le micro local. Quels sont les objectifs là, de recherche précis là, dans lesquels vous allez cadrer? J'étais curieuse. Je trouve ça super fascinant. D'abord, la présentation, ta pratique, ça montre à quel point il y a quelque chose de pas nouveau. J'ai enlevé une diapo qui citait Ivan Illich des années 80 sur les enjeux. Je suis en train de parler aujourd'hui. Il y a des initiatives depuis vraiment plusieurs années dans le milieu communautaire, mais avec la pandémie, c'était comme s'il y a une espèce d'idée que on est dans un renouveau. Mais il y a un renouveau parce qu'on le déclare qu'il y a un renouveau en termes de discours puis de manière de voir les politiques puis les services. Mais il faut faire entendre cette voix-là puis cet historique-là de financement de mécanismes au lieu d'individus puis de pratiques. En tout cas, je trouve ça vraiment fascinant. Ce que vous menez sur le terrain à Saint-Michel, de ce que j'en entends. Les objectifs restent les mêmes. Pour répondre à votre question concrètement, là, il faut que je réponde à ces objectifs-là avec notre équipe et nos partenaires. Mais là où ça évolue, c'est notamment sur l'initiative l'intention de base, c'était de documenter les pratiques citoyennes de sensibilisation communautaire. Le citoyen est vraiment, excusez mon anglicisme, mais en fade-out, parce qu'on est dans une institutionnalisation, on est dans des acteurs qui, de plus en plus, comme le mentionnait Camille, sont déterritorialisés, ils sont un peu catapultés pour faire un peu de sensibilisation à contrat, étudiants précaires. Et finalement, par la force des choses, en étant touchés par madame, monsieur qui rencontrent, vont, oui, vouloir s'engager, mais c'est l'inverse qui se passe. C'est pas un élan citoyen, c'est un poste qui se sensibilise à l'importance de faire une différence puis à sa place. Là. Fait que les objectifs sont les mêmes, mais la réponse va évoluer beaucoup. Merci Isabelle. Kathleen? On ne t'entend pas, même si ton micro est ouvert. Est-ce que tu veux prendre le temps d'essayer de trouver la solution? Puis on va donner la parole à Yannick en attendant, mais tu pourrais nous revenir après. Ou l'écrire dans le chat. Oui, ou l'écrire dans le chat, effectivement. Je ne vais pas avoir longtemps parce que, comme Isabelle a dit, là, j'ai participé un petit peu au projet. Et puis, c'est ça, je voulais juste faire écho là, aux commentaires de Maxime et de plusieurs là, qui s'inquiètent des enjeux de précarité. Puis, c'est vraiment quelque chose qu'on constate là, même depuis le début. Puis, je voulais inviter peut-être Isabelle. Peut-être tu peux nous parler, parce qu'il y a la précarité, puis il y a aussi l'instrumentalisation, puis l'évolution des projets dans le temps. Là. Parce que, bon, on peut dire qu'au début, recoupement, on cherche à réinventer la roue. Plein de critiques peuvent être faites par rapport à ça, je suis tout à fait d'accord. Mais si on regarde le cas de Montréal-Nord, par exemple, la version 2.0, je t'inviterais peut-être, Isabelle, à nous en parler un peu, comment le projet a évolué, parce que je pense que ça permet même de porter la critique un peu plus loin même. Oui, en effet, c'est ça. C'est le cas qui s'éloigne le plus de l'intention que j'avais à la base pour documenter, mais quand même qui est extrêmement parlant. Là, par faute de temps, je l'ai moins explicité, j'ai focusé sur Laval. Mais dans le cas de Montréal-Nord, on a eu un milieu qui s'est grandement mobilisé. Je parle des citoyens, là, citoyens relais, des initiatives, paroles d'exclus, une espèce de courte pointe aussi. Courte pointe, je veux dire, de
de travail vraiment intersectoriel à la base durant la pandémie avec plusieurs organismes communautaires, la police, le poste de quartier, l'organisatrice communautaire du CIUS qui venait en soutien des brigades selon les quartiers pour les personnes âgées, pour les jeunes, faites par et pour les personnes âgées et les jeunes. Et le CIUS, donc vers 2021, a proposé, avec le financement Je contribue, d'élaborer une brigade, mais qui s'est faite un peu en parallèle, en parallèle dans le sens où ça ne se croise pas, là, de ces initiatives-là qui se sont vues un peu plus précarisées, notamment avec moins de soutien de l'organisatrice communautaire. Et avec la fin du financement Je contribue, qui était un financement particulier pandémique offert par les différents CIUS et CIS durant la pandémie, en mars 2023, la brigade a été démantelée. Donc, ce fut la fin de l'équipe de brigade qui est passée de 30 au phare de la pandémie à une dizaine de personnes en action. Puis quand on était en train de les interviewer, on parle de 4 à 5 personnes. Mais avec un grand intérêt de l'équipe, d'organisatrices communautaires, d'intervenants psychosociaux, etc., pour pérenniser, trouver des moyens, une ingéniosité avec des modèles de on va les adjoindre aux travailleurs de quartier avec la brigade dans le nord de l'île ou dans le nord-est de Montréal-Nord particulièrement, qui est un quartier beaucoup avec des gros enjeux de précarisation, etc. Et finalement, c'est 1 an après qu'ils ont eu la possibilité de trouver une manière avec des financements de santé publique dans l'arrivée des nouvelles, et là, excusez le langage, là, c'est Yannick qui me met sur la sellette, mais les nouveaux points pas points de service, mais les nouvelles genres de cliniques qui jouent 3 fonctions, dépistage, vaccination, prélèvement. C'est une nouvelle modalité là, structurelle. Alors là, ils vont adjoindre un agent de sensibilisation à cette infrastructure-là. Donc, par le financement de ça, ils vont avoir ces acteurs-là, mais avec un mandat très précis, avec un profil beaucoup plus professionnalisant que les premiers. Donc, pas nécessairement de compétences territoriales ou de connaissances du milieu, mais bien genre formation en psychoéducation pas terminée, qui vont jouer un rôle beaucoup plus dans le pôle épidémiologique là, que je montrais avec l'AXE que dans le pôle développement social et communautaire. Donc, c'est au cœur de cette pratique-là. Il y a vraiment cette tension-là au niveau des finalités, mais qui, au niveau du discours, peut complètement s'inscrire dans on implique les citoyens, les non-professionnels, le savoir d'expérience est important. Ça rentre tout là-dedans, là. Tu sais, on perd de vue ce qu'il y en est par cette pluralité-là actuelle. Ça va, Yannick? Est-ce que je réponds? Ouais, je ne voulais pas te mettre sur la sellette. Je trouve juste que ça illustre bien les dérives possibles. Tu sais. Là, on a vraiment, c'est l'archétype là, on a perdu complètement le Nord. À Montréal-Nord. Mais ça, c'est ton point de vue critique. Les acteurs sont convaincus qu'ils vont trouver une manière de Les faire un acteurs lien, du là. système public, oui. Ouais, c'est ça. Merci. Il y a Régent dans le chat qui dit « J'ai toujours favorisé la prise en charge des problèmes par les gens qui les vivent, ce qui amène nécessairement une certaine fluctuation. Selon moi, les professionnels doivent être les facilitatrices, ce qui suppose une reconnaissance claire des 2 niveaux, bien que différemment. » Alors, je ne sais pas, Isabelle, si ça dit quelque chose ou quelqu'un d'autre là, qui souhaite réagir à ça. Vous pouvez tout à fait amener vos propres expériences comme ça a déjà commencé à se faire, puis vos propres visions, propres questionnements par rapport à ça. Oui, Isabelle. Oui, ben merci d'abord pour la présentation. Je trouve ça intéressant, là. Je connaissais pas l'exemple dans Laval. Moi, je suis organisatrice communautaire au Bas-Saint-Laurent dans la MRC de Rimouski-Neigette. J'avoue que je reste toujours un peu critique par rapport à ça, puis je me demandais une question là, s'il y avait eu des liens de fait avec le cadre de référence du ministère sur améliorer l'accès, la qualité, la continuité des services de proximité, parce que ce que je comprends, une des questions, c'est comment ce type de fonctionnement-là peut amener une transformation du réseau des services de santé. Fait que je me demandais s'il y avait un lien qui avait été fait avec ce cadre de référence-là. Puis, c'est ça, moi, tu sais, ce qui me vient là, à l'esprit, c'est toujours la crainte d'instrumentalisation, en fait, là, de ces personnes-là qui, tu sais, à la base, ce que j'entends, c'est que c'était volontaire, puis qu'il y avait une mobilisation dans le milieu, mais après, c'est la réutilisation par le réseau de
c'est donc bien le fun, puis ça nous permet de se rapprocher de la population, mais pour faire passer des messages du réseau, finalement. Fait que c'est là où je trouve qu'il y a toujours un glissement là, possible. Puis ce que j'ai retenu, je trouve intéressant aussi, c'était la notion, puis là, peut-être que je l'ai mal compris, d'individualisation, tu sais, que c'est en un à un versus l'action collective. Puis ça me parle particulièrement de dire, on est-tu rendu dans, OK, on va prendre soin, on va aller vers l'autre. Puis, tu sais, je dis pas que c'est pas important aussi, là, dans le prendre soin, puis euh, étant donné aussi là, la hausse au niveau des problèmes psychosociaux, mais je trouve qu'on risque de mettre de côté tout ce que ça peut nous apporter de faire de l'action collective, d'être ensemble, puis de se dépasser collectivement. Fait que moi, c'est peut-être des petits bémols, là, mais je suis un petit peu trop critique des fois. Mais je trouvais ça intéressant que là, ça émerge du milieu, mais c'est le après, quand on en démontre comment c'est positif, mais qu'après ça, justement, parce que c'est positif, on veut le faire à l'échelle du Québec, comme les éclaireurs, par exemple, mais que ça se porte pas dans d'autres milieux. Après, on peut pas le faire mur à mur, là. Fait que c'est un peu la crainte derrière ça. Fait que j'espère que votre recherche va permettre de montrer justement les bons coups, mais les mais à travers tout ça. Oui, ben, c'est pour ça que je me suis alliée à Yannick, qui est le roi des mets, fait que ça va bien aller pour ça. Mais juste clarifier, merci d'être là. Moi, je suis un peu épatée là, du réseau crise là, qui fait qu'on est vraiment Québec. Là, je sais qu'il y a des gens aussi du Lac-Saint-Jean que j'inviterai à prendre la parole. Quaticook, Rimouski, c'est vraiment hyper riche là, pour moi là, d'être parmi vous avec vos réflexions. Isabelle, de quel cadre de référence tu parlais dans ta première question? J'ai comme manqué Je peux peut-être le mettre dans le chat, là. Je suis Ben allée oui. m'assurer qu'il était en ligne publique, là, parce que je l'ai lu tout dernièrement, là, mais c'est le cadre de référence, c'est vraiment améliorer l'accès, la qualité et la continuité des services de proximité qui a été rédigé là, par le ministère la santé et des services sociaux, il y a plusieurs directions qui ont contribué. Puis suite à ça, il y en a un autre cadre de référence qui a été fait, mais plus au niveau des personnes aînées, puis qui a été fait en collaboration cette fois-ci avec le milieu communautaire. Fait que je me questionnais si ça avait été pris en compte ou si ça va faire partie un peu des réflexions. Ben, peut-être que tu vas nous aider par ton commentaire à l'intégrer dans nos réflexions. Du moins, ça n'a pas été mentionné comme tel. Ben là, c'est sûr que l'analyse des entrevues est en train de se faire. Là. On a validé certains aspects avec les entrevues collectives, notamment on en a un à Laval prochainement. Mais ça n'a pas sorti du point de vue des acteurs. Mais moi, ça m'amène à rappeler toute l'ingéniosité managériale, pour le meilleur et pour le pire. Puis, tu sais, on va mettre des mais, là, très probablement dans cette perspective-là. Mais pour faire vivre dans une perspective sociale, de développement social, ces acteurs-là, tu sais, j'ai un haut gestionnaire d'un CIUS, tu sais, qui me parlait à quel point, lui, sa vision du CIUS, c'est de favoriser l'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de vulnérabilité, puis que les brigades, ça lui permet de faire ça. Tu sais, je suis un peu tombée en bas de ma chaise. Wow, OK, l'insertion socio-professionnelle par les CIUS, wow! La brigade, elle permet ce genre de réflexion-là, même chez des très hauts gestionnaires qui ont reçu peut-être là, sur leur bureau les cadres de référence dont tu parles, mais qui ont des valeurs qui essayent de placer quelque part dans leur façon de patenter parmi les politiques qui descendent top-down, puis les ingéniosités locales qui existent depuis des années, comme le mentionnait Maxime. Là, c'est pas évident, là, leur position. Je pense que la recherche nous amène un peu à avoir, pas de l'empathie, mais en tout cas, du moins, à comprendre la complexité de l'organisation des services de proximité là, pour les faire aboutir dans la communauté par la communauté. C'est comme s'il y a un MSSS qui nous met des bâtons dans les roues, j'ai l'impression, par rapport à ça. Ça, c'était un petit commentaire éditorial. Merci Isabelle. Il y a Isabelle et Stéphanie qui nous ont mis à la fois le cadre de référence et la synthèse, donc dans le chat, les liens vers ça. Kathleen. Alors,
Bon. Non, Donc, on ne j'ai t'entend essayé, pas. Ah! C'est des... on va essayer en privé, mais elle m'a quand même laissé un petit message. Je peux le lire, Kathleen? Oui. Ok. Donc, c'est vraiment trop long pour tout écrire, mais la question tourne autour de politiser davantage le rôle citoyen versus la reprise collective du pouvoir, afin de transformer en profondeur le vivre ensemble si nécessaire devant les polycrises qui touchent nos sociétés. Et la question politiser davantage ce rôle. Donc, le rôle du citoyen, c'est ça, Kathleen? Et après, Donc, si je comprends bien, ça serait le politiser plutôt que le rémunérer. En tout cas, non, mais on est vraiment dans le. C'est une question là, que peut-être M. Mathieu se pose depuis plus longtemps que moi. Mais tu sais, on est dans un impasse, là. On est dans des. En tout cas, moi, ça me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Mais la rémunération, c'est une politisation aussi, en tout cas. Mais merci pour votre commentaire. et elle a complété avec un autre petit commentaire sur le cadre de référence sur les services de proximité et celui sur les personnes aînées aussi, où on mise sur le renouvellement de l'approche communautaire et la participation citoyenne. Voilà. Merci, Kathleen. Merci. Sonia. Est-ce que mon micro fonctionne? Oui, parfait. Merci Isabelle pour cette belle présentation. C'était vraiment fort intéressant. Moi, je suis à Quaticook, organisatrice communautaire, puis je ne peux que saluer tout ce que mon collègue Maxime a dit. Fait que je ne répéterai pas tout ce qu'il a dit parce que je ne peux qu'adhérer à ce qu'il a dit. Et on pourra, Isabelle, t'inviter à manger une crème glacée à Quaticook puis en discuter davantage si tu le veux. Moi, c'est plutôt une inquiétude que j'aimerais te soulever, Isabelle, dans le sens que à force de faire ça et de reconnaître les citoyens comme étant, on parle beaucoup de la mesure des éclaireurs, ils sont souvent pas formés à ce point pour intervenir. Fait que j'ai comme peur qu'on fasse, que la sécurité populationnelle derrière soit défaillante. Un peu pour mettre l'accent sur ce que Maxime disait, les intervenants communautaires de proximité, ils sont formés, ils ont toute la formation nécessaire pour venir en aide à ces personnes-là. Donc, plus on forme de citoyens, j'ai comme l'impression qu'on noie aussi la sécurité populationnelle derrière ça. Fait que c'était juste un petit commentaire parce que j'ai peur de ce qui peut s'en venir si on met l'accent sur la formation des citoyens pour aider d'autres citoyens, puis aider d'autres, puis aider d'autres. Il ne faut pas oublier aussi que ces gens-là qui aident, qui ne sont pas nécessairement outillés et formés comme les acteurs communautaires dont Maxime parlait tantôt, ils vont s'épuiser, eux autres aussi, ils vont demander de l'aide à un moment donné. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est vraiment une peur. Je te dirais que je t'exprime une peur par rapport à tout ça. Mais merci encore pour cette belle présentation. Merci Sonia de partager ça, cet enjeu-là vraiment fondamental, duquel je pense que la plupart des acteurs rencontrés en ont conscience à différents degrés. Et en t'écoutant, j'ai pensé tout de suite à une pionnière qui a mis je dirais un drapeau rouge au tout début de l'arrivée de la mesure des éclaireurs. Après, je pourrais revenir à quel point que les agents de sensibilisation communautaire, même du point de vue des acteurs qui les mettent en œuvre, c'est complètement différent des éclaireurs. Puis, soit ils détournent le financement en niant la mesure parce qu'ils se disent, ben regardez, on fait ça ailleurs et autrement dans notre communauté depuis des années. Vous ne viendrez pas nous dire comment faire une pratique qui est déjà en place, puis on sait comment agir sur la résilience des communautés. Fait que s'il vous plaît, faites juste nous financer, ça va bien aller. Tu as ce genre de réponse. Tu as des réponses qui viennent dire, non, les rôles sont différents, voici le rôle de celui-ci, le rôle de celui-là. Et ce qu'on vient souvent dire, puis là, ça, c'est mon défaut. Je n'ai pas dit finalement le commentaire de la première personne. OK. Alors, je vais revenir. Je rétropédale. C'est Cécile Rousseau, une grande psychiatre très sensibilisée à la question
des traumatismes de santé mentale, surtout vécus par les personnes réfugiées et migrantes avec des situations complexes. Et quand on a vu la mesure des éclaireurs qui a une dimension santé mentale, elle a dit, on peut risquer de empirer la situation parce que dans des cas de souffrance profonde, pas juste, garde, va prendre une tisane, repose-toi, ça va bien aller, là, j'étais un petit peu épuisée mentalement, là, mais dans des cas de réels enjeux de santé mentale, d'aller au chevet de, puis de dire, repose-toi, ça va bien aller, empire, crée une injonction qui peut vraiment nuire profondément à des situations de fragilité, de santé mentale et tout ça. Donc, il y a des choses à questionner sur la mesure des éclaireurs par rapport à ça, puis il y a plein de gens qui le font mieux que moi. Ça, c'est sur un aspect. Avec les agents de sensibilisation, puis je vais essayer d'être brève, on a des acteurs qui soutiennent ces pratiques-là très, très au fait et qui répètent de façon un peu paradoxale puis pas claire que ce n'est pas de l'intervention. Donc, le rôle est de partager une information. Mais c'est comme si l'action de faire du porte-à-porte, l'action d'aller vers quelqu'un qui est en souffrance, implique d'être outillé, d'avoir une certaine formation, mais on leur dit non, tu arrêtes là, tu le fais pas, tu appelles le coordonnateur s'il y a une situation de détresse vécue. Et là, ce qui arrive, c'est que ces êtres humains-là sont touchés par la scène qu'ils voient, par la situation. Puis là, je vous épargne des exemples, mais tu sais, des fois, c'est une personne âgée isolée chez elle, ça fait des semaines qu'il n'y a personne qui est allé la voir, qui est en détresse. C'est toutes sortes de situations vraiment très graves que tout le monde serait vraiment affecté, auxquelles ils ont été exposés. Et après, ils disent, je veux faire un suivi. Elle va-tu vieux, la madame? Qu'est-ce qui est arrivé avec cette femme-là? Ils ont zéro information. Ça a été pris en charge par les autres paliers de la hiérarchie de l'intervention sociale. Donc, ça crée une détresse, par quelqu'un qui était juste là pour lui donner un pamphlet, qui ne devait pas lui dire autre chose que « Bonjour, comment allez-vous? » Point. T'sais, si ça ouvre sur d'autres choses, là, il faut déjà référer. Mais il y a un paradoxe avec cette action-là. Mais les acteurs sont au courant si ça peut être sécurisé, là, et essayent de cadrer quand même cette pratique-là, duquel ils voient un sens et une pertinence malgré tout. Mais il y a plein de dérapages possibles, là, puis je pense que vous êtes mieux placés que moi pour le dénoncer, là. Mais on en est conscient, puis ça va apparaître dans nos rapports. Merci, Isabelle. Annick, vous aviez levé la main. Est-ce que vous vouliez... Oui, c'est parce qu'il y a des parties de ce que je voulais dire qui ont été, en fait, sur lesquelles il y a déjà eu des éléments de réponse. Mais je voulais juste peut-être ajouter, en fait, que moi, je vois une différence entre le rôle, un citoyen, dans la dernière intervention, en fait, d'Isabelle, le citoyen, par exemple, dans le cas des personnes aînées en résidence, je pense au projet des ambassadeurs pour les résidences aînées, où est-ce qu'il y a un aîné qui fait un petit peu le rôle d'un travailleur de milieu. Pour moi, ça, là, à titre, de façon individuelle, pour moi, il y a une nette distinction entre de la mobilisation citoyenne, où est-ce qu'un ensemble de citoyens vont aider à identifier des enjeux et à émettre des pistes de solutions, où est-ce qu'il faut qu'une personne rémunérée soit un peu le catalyseur pour être en mesure de réaliser ou d'arriver aux solutions proposées qui ont été convenues ensemble. Moi, j'établis une distinction entre ces deux types de participation citoyenne. Parce qu'effectivement, l'un, pour moi, c'est plus aider à un manque de ressources dans du travail de milieu, par exemple. Donc, je voulais juste apporter cet aspect-là. Merci, Annick. Est-ce que tu voulais, Isabelle, réagir là-dessus? Je donne la parole à Isabelle. Non, c'est une nuance super importante. Ouais. Merci d'ailleurs, Annick, vraiment. Isabelle. Je m'en allais dire qu'il fallait que je quitte, mais c'est intéressant. Puis il m'est venu une autre question, fait que je vais la lancer quand même. J'ai juste eu le flash. Je me demandais, en fait, il n'y a pas un risque
quand on parle de rémunérer, justement, dans ce cas-ci, qu'il y ait une sorte de responsabilité, de loyauté envers l'employeur. Là, je comprends qu'on n'est pas dans le même, tu sais, je travaille pas pour le CIS, par exemple, mais l'argent vient quand même puis je reçois cet argent-là, fait que tu as une responsabilité au même titre où tu deviens employeur à quelque part. Fait que je me dis, ça doit amener quand même ce risque-là d'avoir ce poids-là d'être loyaux envers celui qui te donne l'argent. Donc, un citoyen qui le fait volontairement pour le plaisir d'aider, c'est une chose, mais après, quand il y a une rémunération qui vient avec, ben, il y a une responsabilité de plus qui est un poids sur cette personne citoyenne-là. Fait que je voulais juste amener cette notion-là parce que moi, c'est nouveau d'entendre qu'il y a une rémunération pour ce genre de sentinelle ou personne relais ou peu importe comment on les appelle, là. Je ne savais pas que ça se faisait, fait que ça m'amène cette question-là. Oui, ben, tout à fait, parce que, par exemple, dans la mesure des éclaireurs, précisément, c'est indiqué l'éclaireur est bénévole. Il ne doit pas être rémunéré. C'est l'indication ministérielle. L'argent va au réseau pour financer l'équipe qui va soutenir cet acteur qui doit être bénévole. Donc, il y a comme une ligne qui est tracée avec cette mesure-là, que je connais davantage peut-être que les autres. Sentinelles, ça date un peu, c'est un peu plus dans le milieu des services aux personnes âgées, proches aidants, etc. Mais ouais, c'est sûr qu'on pourrait même voir que ça devient une action collective si c'est rémunéré puis ça s'inscrit dans un organisme communautaire, par exemple, dans un projet, si on prend l'exemple d'Outstock, qui a une mission claire, antiraciste, comme féministe, écologique, qui est très engagé dans sa communauté, le fait d'avoir des super voisines, agents relais, vient un peu nourrir, inscrire l'action de porte-à-porte individualisée de « bonjour, comment ça va ?» dans une mission sociale plus large parce elle est rémunérée par Woodstock. Donc, on pourrait voir le côté collectif justement par ce levier-là de la rémunération qui est collectif. C'est intéressant, on est vraiment en train de réfléchir ensemble. Là. Je ne l'avais pas en tête quand j'ai soulevé le paradoxe de l'individualisation notamment. Parce que si on parle du CIUS, c'est le projet collectif du CIUS, c'est répondre aux besoins populationnels. Là, c'est sûr qu'on a un risque d'instrumentalisation plus grand. Là. Merci, Isabelle. Autre question, commentaire. Il y a Kathleen qui nous écrit en rapport avec les recommandations de l'OMS et la question de la gouvernance de proximité qui change la donne, rapproche les élus des citoyens. Il y a tout un mouvement de la société civile qui peut se mettre en branle, pas seulement en aval pour le rétablissement, mais aussi en amont, en prévention. Alors, merci, Kathleen, pour le commentaire. Super intéressant. Je ne sais pas, des fois, je me mêle de ce qui ne me regardera pas, Kathleen, des fois, c'est comme juste l'identification du mauvais micro ou du mauvais canal. Il faut changer les modalités parce que c'est dommage, vous avez vraiment envie de parler. Je pense que ça a été essayé, à ce que je comprends. OK. Bon, ben, zut, Donc, flûte. Isabelle, bon, parfait. D'autres questions, d'autres commentaires? Si je peux me permettre, Isabelle, sur la question de la variabilité qui existe, on a parlé de questions de salariat, sur la question de la variabilité des conditions qui sont offertes, de la protection, de tout ça. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un petit peu du cadre d'organisation du travail. Oui, ben, c'est en train avec la monographie pour chaque cas, là, c'est en train de s'expliciter, mais au niveau de la rémunération, puis du cadre, un peu des conditions de travail et d'emploi, ça serait un peu à ce niveau-là, Marie-Hélène, ta question. Donc, on va avoir, en fait, ce qui est intéressant, on a eu accès à de l'information provinciale sur comment on nomme dans le chèque de paie le statut d'emploi dans les CIUS qui est associé à travail de sensibilisation communautaire. Il y a certains CIUS qui ont été pionniers dans cette initiative-là. À Laval, par exemple, on a carrément sorti les agents de sensibilisation communautaire du CIUS en termes au niveau des RH, là, puis de la rémunération. C'est maintenant un fiduciaire qui est une coopérative d'économie sociale qui vient en aide, qui soutient les personnes âgées, soutient à domicile aux personnes âgées. Et avec ce virage-là 2.0, donc le financement vient du CIUS
avec mesures éclaireurs, etc., là, une espèce de portefeuille là, de variété de financement qui sont à cette équipe-là par l'entremise de la fiduciaire. Et en étant portés par cette coop-là, ils ont les mêmes conditions de travail et d'emploi que certains autres acteurs qui jouent un rôle semblable. Et ils ont des mesures un petit peu plus contraignantes au niveau santé-sécurité au travail. C'est vraiment la blague là, au niveau des bottes. Par exemple, on vient cadrer. Si tu vas dans la rue, tu ne peux pas te promener en sandales. Tu dois avoir un soulier protégé. Donc, il y a un ensemble d'encadrements de protection de santé-sécurité qui dérange même les agents de sensibilisation par ce cadre-là, avec une permanence au niveau du poste, puis d'un prélèvement à la source pour les avantages sociaux et tout ça. Il y a quelque chose qui refuse ou qui résiste. Là. Ils n'ont pas choisi, eux, d'avoir un changement au niveau de ces conditions de travail et d'emploi-là, mais ils choisissaient de garder leur emploi, puis ils ont dû s'adapter à ça. Ce qu'on pourrait juger comme bien là, sur le plan des conditions de travail, mais eux ne sont pas nécessairement toujours d'avis que c'est mieux pour eux là, d'avoir ces conditions-là. Ça, c'est pour le cas Laval. Au CIUS du Nord, c'est un échelon, puis là, Jean-François ou même Yannick pourrait le nommer mieux que moi, là, c'est un échelon particulier qui existait déjà dans la nomenclature des statuts d'emploi auxquels on associe agents de sensibilisation communautaire. Et dans d'autres CIUS, avec mon accès à l'information, là, ce qu'on réalise, c'est que c'est travailleurs de quartier. On va mettre agent de sensibilisation non professionnel au salaire d'un travailleur de quartier, notamment dans des CIUS avec des réserves autochtones où tu as des travailleurs de quartier autochtones qui vont jouer un rôle d'agent de sensibilisation communautaire, qui vont rentrer là, dans le chèque de paye avec ça. Là. Fait qu'on est vraiment dans le cocktail varié là, des modalités de financement et de soutien. Là. Merci, Isabelle. D'autres questions, d'autres commentaires? Yannick voulait compléter. Ben, je ne sais pas, mais ouais, peut-être je pense qu'un des constats qu'on peut faire, surtout dans le cas, encore une fois, de Montréal-Nord, là, c'est, comment dire, l'absence complète, je dirais, de réflexion sur quel échelon, comment on devrait les payer. Donc, on est bon, je comprends qu'au départ, là, c'était une mesure qui arrive dans l'urgence, c'est la table de la pandémie, c'est je contribue, let's go, on avance. Mais depuis ce temps-là, ni du côté patronal, ni du côté syndical, hein, je suis obligé de le dire là, quand même, quand on a fait des entretiens, même avec les acteurs syndicaux, ils savaient à peine qui étaient ces gens-là, on en avait entendu parler, sont où. Donc, tu sais, il n'y a pas parce que c'est assez facile de pointer là, le ministère, puis le M3S, tout ça, mais il y a aussi un enjeu, à mon avis, du côté de défense collective des droits des travailleurs, là, donc, ça semble complètement passer dans le beurre, alors que à Laval, je ne veux pas trop m'avancer, on peut être d'accord ou pas avec les solutions qui ont été proposées, mais ça semble au moins avoir été discuté. Donc, voilà. Peut-être que je voudrais rebondir sur un truc qui a été dit tantôt. On parlait du risque lié au fait que ce ne sont pas des professionnels, de discuter que les agents peuvent être confrontés. Il y a cet enjeu-là. L'enjeu, je pense qu'on peut poser cette question-là, mais on peut se poser la question aussi des limites de cette intervention-là, dans la mesure où j'imagine que les acteurs des milieux communautaires le savent très bien. On a bien beau aller vers les gens, constater des problèmes, les repérer, les identifier. Mais quand on sait d'avance qu'il n'y a pas assez de services dans le milieu communautaire parce que les gens sont à bout de souffle puis ils n'arrivent pas à faire avec les enjeux qu'ils ont déjà, on sait aussi que bon, c'est bien beau référer dans des services, par exemple, au CLSC en accueil psychosocial ou en psychologie, etc. C'est déjà plein, c'est déjà surbooké, il n'y a déjà pas de place. Fait que, quelle est la pertinence tant que ça d'aller trouver des nouvelles personnes à mettre sur les listes? Donc, il y a cet enjeu-là aussi. Et ça, il me semble que ça apparaît dans les entretiens aussi que, tu sais, c'est au-delà de la frustration peut-être de ne pas être
outillé complètement pour aider les gens. À un moment donné, les agents, ils savent aussi, là, oui, on donne la référence, mais on sait très bien que la référence, elle mènera nulle part parce qu'il n'y en a pas de service au CLSC, par exemple. Donc, ça les met dans une position d'autant plus préoccupante, à mon avis, là. Donc, et ça peut mener justement vers la tentation d'essayer de régler le problème soi-même, là, dans la mesure où ben, on sait qu'on est au bout puis qu'il n'y en aura pas de solution sinon. Voilà. Donc, ça, c'est juste pour en rajouter un peu sur ce que Annick disait. Donc, il y a l'aspect professionnalisation, compétences, savoir-faire, etc. Mais il y a l'aspect aussi, qu'est-ce qu'on fait quand on sait d'avance que les références qu'on va donner, en tout respect pour le travail de tous et chacun, ont leurs limites puisque les gens sont surmenés, sont débordés, etc. Merci, Yannick. Tellement. Ah, vas-y, Isabelle. Oui, ben, c'est ça, c'est un apport vraiment. Merci d'être là, Yannick. C'est un apport tellement juste. Mais ça, c'est notamment pour me faire un peu l'avocat du diable, là, c'est un aspect notamment relativement conscient chez certains acteurs qui veulent pas que ça en arrive là, puis qui sont heureux de porter une alternative qui permet d'être au fait de ces besoins-là. Puis, tu sais, je pourrais nommer l'exemple là, d'une organisatrice communautaire qu'on a interviewée qui disait que l'information recueillie dans un quartier par les agents de sensibilisation permettait de saisir que toutes sortes d'informations comme le fait qu'il manquait un arrêt-stop au coin de la rue telle et telle, puis vu que les agents de sensibilisation l'ont entendu 8 fois, ben, ça a fait en sorte qu'ils ont interpellé la ville, puis qu'il est arrivé l'arrêt-stop. Ou que, tu sais, ça dépend de ce qu'on fait avec l'information. Puis des fois, oui, si c'est une détresse en santé mentale, la liste d'attente est ça de longue, ça va exactement créer ce que Andréane met dans le chat, là, qu'on augmente les attentes, puis ça peut même amplifier la détresse. Je dirais surtout dans certains champs de pratique comme santé mentale, grande précarité, mais sur certains éléments un peu plus, je ne sais pas si c'est superficiel le mot, là, mais il y a une action qui permet d'être organisée, puis de mieux, je dirais, de rendre plus efficaces les services de proximité. C'est pas juste une augmentation du nez sur le mur là, de l'impasse de notre réseau public. Merci de préciser quand même. Merci, Isabelle. Maxime. Puis j'aimerais compléter, parce qu'au niveau de la ruralité, tu sais, nous, c'est très rural, puis ceux qui sont les plus loin des services, le référencement ne sert à rien. C'est de l'accompagnement. Puis ces ressources-là ne peuvent pas accompagner les populations qui sont les plus loin des services, tandis que ben, quand je reviens, c'est sûr que je bois mon propre Kool-Aid avec les travailleurs de proximité, là. Je suis un convaincu, mais ces services, ces travailleurs-là permettent d'accompagner les gens à travers toutes les étapes, de vulgariser, de... Fait que c'est ça, je suis déjà convaincu. Oui, parce que une de leurs richesses, c'est d'avoir du temps, ce que les organisateurs communautaires n'ont pas. Tu sais, on a une citation verbatim où hey, ils me permettent de faire ma job. S'ils n'étaient pas là, je ne pourrais pas faire de l'organisation communautaire. C'est comme OK, c'est intéressant comme information. Merci. On aura le temps pour une dernière intervention. Est-ce que quelqu'un a le goût de se lancer? Le Saguenay-Lac-Saint-Jean était présent, il me semble, en tout cas, dans. J'avais un petit. Quelqu'un veut y aller? Yannick, tu as ouvert ton micro? Non, j'avais envie de t'entendre, toi, Marie-Hélène. T'as plein de choses à dire. Ben oui, c'est vrai. Ben, peut-être ma question que j'avais, c'est comment, parce qu'avec les dernières interventions, comment est-ce qu'il y a un passage qui se fait vers le collectif? Puis là, je me réfère un peu à moi, mes expériences dans le communautaire où on faisait du porte-à-porte, mais on faisait du porte-à-porte aussi pour amener les personnes vers le travail collectif dans les organisations, des organismes communautaires, donc l'éducation populaire, les activités collectives. Est-ce que ce passage-là se fait à certains moments où on reste dans le bonjour, comment ça va, puis le référencement? Qu'est-ce que tu as constaté là-dessus, Isabelle?
Ça dépend des territoires, des milieux et des agents de sensibilisation. Puis là, on rentre dans ce que d'autres maîtrisent mieux que moi là, en termes de réflexion sur toute la question des pratiques relationnelles, du travail du care, puis du vocation ou du supplément d'âme dans le souci de l'autre qui va être porté par les agents de sensibilisation. Il y en a qui voudront pas ne pas avoir de suivi et qui vont prendre le numéro personnel de la personne, s'assurer de l'appeler, tu sais, vraiment bricoler un suivi puis un accompagnement, comme parlait Maxime, envers et contre tous, même si on leur dit non, toi, tu donnes le dépliant et tu réfères, tu sais, qui vont voir, qui vont souffrir de l'impasse, des limites de leur rôle. Ça va même les propulser vers une carrière ou un poste social d'agent de mobilisation où ils vont avoir plus de marge de liberté, une volonté d'aller vers une formation en travail social ou autre. De par la contrainte dans ce cadre-là. Puis tu as des rebelles, des résistants qui vont vraiment aller, parce que ça ne fait aucun sens pour eux de rester dans ce petit terrain, ce petit carré de sable-là de référencement qui vraiment s'inscrit à l'encontre de la logique de l'accompagnement nécessaire dont parlait Maxime en région notamment. Bien, merci Isabelle. Bien, merci beaucoup Isabelle, c'était très intéressant, ça a soulevé plein de questions, plein de réflexions, puis tu sais, ça a interpellé, je pense, les gens aussi dans leurs propres expériences. Alors, merci beaucoup. Je veux aussi remercier tout le monde d'avoir été là. On a eu vraiment une très, très belle participation. C'était vraiment super. Puis, je voudrais vous rappeler que le prochain webinaire du CRIS, ça va avoir lieu le 18 avril prochain en collaboration avec la chaire Entrepreneuriat, Altérité et Société sur le thème La gouvernance ou le management insidieux. Donc, il y aura peut-être des liens à faire, avec Alain Deneau, donc professeur de philosophie de l'Université de Moncton. Alors, vous êtes les bienvenus. Suivez les activités du CRIS là, sur le site web. Alors, merci tout le monde. Ah, Isabelle, petit message. Oui, un petit mot. On Oui. va, parce que vu qu'il y a une super belle participation d'acteurs terrain qui comprennent mieux que moi peut-être les paradoxes au quotidien, suivez, moi, je ne sais pas si vous seriez ouvert à ce que je vous communique l'information parce qu'on va faire un forum. Il va y avoir l'année prochaine un séminaire ou un espèce de mini-colloque à l'ACFAS, puis vos points de vue de région, de où vous êtes en train de mener votre pratique vont vraiment être hyper intéressants à avoir. Donc, c'est comme une envie de poursuivre le dialogue. Il y a 2 moments qui vont avoir lieu dans le cadre de notre recherche. Un forum sur les agents de sensibilisation, probablement autour de l'automne hiver 25, et puis un colloque à l'ACFAS en mai 2025. Donc, si vous acceptez avec la liste d'envoi, je pourrais envoyer un courriel là, pour vous informer de la tenue de ces événements-là. Mais vraiment, merci beaucoup de votre participation. Bien, merci tout le monde et à bientôt. Au revoir. Merci Marie-Hélène. Ça fait plaisir.